pense que les 7 premières années, là, prends ton temps. Parce que ça prend du temps. Il faut répéter aux gens nos produits. Regarde, je suis connu. Je suis en live régulièrement. Je suis en radio. Je suis à la télévision. Et encore, tous les jours, il y a quelqu'un qui me demande sur un direct, c'est quoi tu fais dans la vie? Il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec moi. La gauche, mettons, de Québec solidaire, j'ai beau être le plus gentil, le plus fin, j'ai beau leur acheter des fleurs tous les jours, ils ne m'aimeront jamais. C'est le challenge de bâtir quelque chose que les gens vont apprécier. C'est ça que j'aime de ma job. Good. François Lambert, bienvenue sur Startup. Merci de l'invitation. Ça Merci. fait plaisir. Merci d'être là dans tes journées occupées. François, tu es un homme d'opinion, Oui. un entrepreneur, un écrivain. Il y a mille et une manières qu'on pourrait te présenter exactement, mais on aimerait ça que brièvement, pour nos auditeurs, tu fasses une courte présentation de ton histoire, d'où est-ce que tu arrives pour donner autant ton opinion puis avoir autant de contenu tous les jours à nous livrer. Écoute, je vais me déclarer officiellement un imposteur. Je suis un imposteur à peu près dans tous les domaines où je suis. Bon, là, en ce moment, je suis dans l'agriculture, mais j'ai toujours été élevé, j'ai 56 ans, j'ai été élevé sur une terre à partir de 5 ans. Donc, je suis un agriculteur depuis toujours. Mon père a toujours eu des fermes. Puis encore aujourd'hui, je suis encore obligé de justifier que je fais de l'agriculture. Ouais, mais t'es pas un agriculteur, toi? Ben oui, je suis un agriculteur. Quand tu dis écrivain, je suis pas un écrivain. Puis ça, non, je suis un auteur. Auteur, OK, c'est parce que, différent. Non, c'est parce que quand j'allais dans les salons du livre, on me disait, mon auteur va s'installer là, puis il m'a tassé ça parce qu'il m'a donné une tape sur son ordi. Et j'ai dit, non, je suis pas un auteur. Elle a dit, non, François, t'es pas un écrivain, mais t'es un auteur. OK. Donc, parce que j'écris pas des romances, là. Ben là, Non, je commence à le faire c'est avec ça. mes bandes dessinées actuellement. Mais j'ai pas mal été toujours l'imposteur dans tout ce que je fais. Quand je suis arrivé en télévision en 2010, moi, je voulais pas faire de télévision, là. J'ai été chercher mes enfants à l'école. Il y a une productrice qui est là, elle dit, ferais-tu mon show un souper presque parfait? Puis j'ai dit, non, ça m'intéresse pas à la télévision. Et j'ai regardé le show le soir, j'ai dit, my God, ils sont donc pas bons pour faire de la bouffe, eux autres. Fait que j'ai dit, moi, m'inscrire. Et ça a changé ma carrière complètement. Moi, je suis un introverti de carrière, là. J'étais un gêné dans mon coin. J'ai toujours été un gars d'opinion, puis on me pile pas ses pieds. Moi, dans la vie, il faut que tu m'expliques pourquoi. Depuis que je suis né, ça a toujours été ça. Je peux pas me dire, François, fais ça. Mais dis-moi pourquoi. Oui. Puis ça énervait mon père à tout bout de champ. J'étais tout le temps, pourquoi? Parce qu'il faut le faire. Non, je peux pas te le faire. Faut que tu m'expliques le pourquoi, puis vers où on s'en va. J'ai besoin de le savoir. Et ça m'a défini comme entrepreneur aussi, parce que quand je dis aux gens, on s'en va là, je leur dis, regarde, on va faire telle chose. Ouais, mais les gens n'aiment pas le changement. Moi, je leur dis, regarde, voici le chemin. Le chemin pour y aller, ça va être chaotique. On va prendre du retard un peu, mais pour aller plus vite après. Donc, quand je suis arrivé à la télévision, je suis un imposteur. Quand je fais du sport, je suis un imposteur. Quand on m'invite sur des projets, on me veut pas. C'est assez rare qu'on m'a vraiment voulu toute ma carrière, mais ça ne m'a pas défini parce que moi, je suis l'ancien grand meg. 6 pieds, 110 livres quand je suis arrivé au cégep. Quand on jouait on faisait du sport à l'école, on ne choisissait pas pantoute, mais j'ai réussi à jouer au volleyball jusqu'au niveau senior. Donc, à peu près partout, j'ai jamais... Puis, je dis pas ça négatif. Moi, j'ai pas de talent. Je n'ai pas de talent particulier. Mais je suis pas un loser, là. Mais j'ai rien de particulier qui fait que je marche pas ses mains. Je suis bon en mathématiques. J'ai une bonne mémoire. Mais je regarde comme Joël qui vient de terminer Big Brother. J'avais une bonne mémoire, mais elle me clenche. Donc, mais la persévérance, le travail, et savoir que si je travaille un petit peu plus fort continuellement que ma compétition va faire que je vais devenir meilleur qu'eux autres. Et c'est comme ça que ma carrière elle a été définie. Moi, j'ai toujours voulu me lancer en affaires. T'sais, pour faire un résumé court, là, aussi longtemps que je me souvienne, il n'y avait pas d'autres questions, je vais être mon boss. Aujourd'hui, on ne dit plus ça, il faut être ton boss, mais quand j'étais jeune, c'était ça. Se lancer en affaires, c'était d'inventer quelque chose et devenir un boss puis avoir des employés. Quand j'ai commencé à gérer des employés, je me comportais comme un boss. Je le sais, moi, puis vous allez me suivre. Un peu arrogant, malhabile surtout, parce que je me pensais meilleur que la moyenne, parce que j'avais toujours eu quand même du succès dans tout ce que j'entreprenais, jusqu'à temps que je demande une augmentation de salaire à un gars, Roger, où je travaillais. En 84, je dis, Roger, regarde, je travaille fort, puis j'allais encore à l'école, mais j'ai dit, je mérite 30 000 $ par année. Fait que je gagnais peut-être l'équivalent de 22 000. Puis il dit, si tu le mérites, ça ne sera pas ici. Bye.
Il t'a congédié? Ben moi, j'ai dit, il ne peut pas me congédier. Je suis un indispensable. Et j'ai 24 ans, peut-être, dans ce temps-là. Puis, je me souviens pas, en tout cas, j'étais jeune. Oui. Puis, j'ai dit, il va me rappeler le lendemain. Ben j'attends encore l'appel. Hein? Et c'était jamais rappelé. Ben, c'est une bonne leçon. On n'est pas indispensable. Tout le monde est remplaçable. Fait que moi, aujourd'hui, là, j'ai appris ça rapidement. J'ai appris ça à la dure, puis mon ego a dégonflé bien raide. Hein? Et j'ai fait comme, OK, mais il est encore en vie 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Donc, tout le monde est remplaçable. Est-ce que perdre un employé clé à l'occasion, ça peut shaker une entreprise? Ben oui, mais ça fait partie du processus. Moi, aujourd'hui, de perdre un employé, ça ne me dérange pas pantoute. Je comprends qu'on fait un bout de chemin ensemble. Puis ce chemin-là, on veut qu'il soit le plus agréable et le plus long possible. Puis à un moment donné, il y a une séparation. La séparation n'est pas obligée de devenir une situation de guerre. Puis l'année passée, j'étais en live sur TikTok. Il y avait un employé qui était là. Je faisais des commandes en direct. Et elle partait. Elle dit, à part, tu y parles. Il vient d'avoir un job que je ne peux pas y offrir. Donc, tant mieux. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, tout le long de ma carrière, j'ai appris, mais j'ai toujours voulu être en affaires. Comment qu'on se lance en affaires? La peur, hein? La peur, à un moment donné, tu te dis, ben oui, mais faut que j'y aille, j'ai peur, c'est quoi mon projet? Et moi, l'élément déclencheur, c'est à 33 ans, je viens de m'acheter une maison. Ma blonde est enceinte, je suis pas en affaires. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, ça me pogne, j'ai mon horloge biologique, moi, d'entrepreneur, qui fait comme, je vais dire quoi aux gens? J'ai dit aux gens toute ma vie, moi, que je n'étais pas pour me lancer en affaires, je n'étais pas pour être un employé, puis j'ai rien contre le principe d'être un employé. J'avais une idée d'aller voir, d'aller être entrepreneur. Il fallait que je règle ça, cette histoire-là. Et Georges Caram, mon associé, qui est devenu mon associé, lui, il revenait du Liban, moi, je revenais de Toronto. Le moment était parfait, on était tous les deux frustrés. Et bien, c'est ça. On n'aimait pas notre retour dans notre nouvelle vie parce qu'on avait une vie, le fun, dans les jobs qu'on venait de faire. Puis là, on a dit, bien là, c'est là que ça se passe. On plonge avec la naïveté d'un entrepreneur en pensant que ça va fonctionner au bout de 3 mois. Ça a pris 3, 4 ans, 5 ans. Et maintenant, je le sais, tu sais, chaque projet qu'on fait, il faut compter 5 ans, 6 ans, 7 ans. Regarde l'entreprise que j'ai en ce moment, ça fait 5 ans et demi. Et je travaille comme un fou. Je le savais que j'étais pour travailler comme un fou, là. Je le savais que c'était pour être infernal. Et j'hésitais à me relancer en affaires parce que je me connais aussi. Je ne laisse rien à moitié. Il faut que je connaisse toutes mes statistiques, il faut que je connaisse mes compétiteurs, il faut que je connaisse mes clients. Et ça demande énormément de temps. Mais je suis en forme, puis mes enfants sont assez âgés que je n'ai pas besoin de m'en occuper. De faire des lunchs, mettons. Là. Oui, de faire des lunchs, j'adore. Juste pour mettre les auditeurs en perspective qui ne le savent peut-être pas, c'était quoi ta première business? Puis c'est quoi qui s'est passé entre cette première entreprise puis aujourd'hui, ce dont tu vis? Ma première entreprise, c'était en septembre 2000. Il y a la folie de l'Internet. Tout s'en va sur une page web. Et en même temps, il y a la reconnaissance de la parole qui est la folie furieuse. Il y a 2, 3 compagnies. Une compagnie à Montréal s'appelle Locus Dialogue, Nuance et Speechworks. Et on peut parler avec une machine. C'était nouveau. Puis on a dit, nous autres, le futur, c'est là. Fait qu'on a décidé de se lancer avec un voice portal. Donc, tu appelais le 448-2888. Et on avait 8 services. Et c'est moi qui l'avais codé au complet, ces services-là. Donc, tu avais la bourse, tu avais les restaurants. Tu peux demander, donne-moi un restaurant chinois à Montréal. En parlant comme ça, ça fonctionnait un peu comme Siri, Alexa, puis Google le fait aujourd'hui. Bon, on l'a fait en l'an 2000. Le problème, c'est qu'on est 24 ans avant notre temps. Là, on le voit, là, ça va s'en venir. Puis, avec l'intelligence artificielle, là, ça va être facile parce que tu vas pouvoir parler en langage naturel, puis le processing est mieux. Donc, on est trop en avance sur notre temps. Puis, tu sais, en affaires, si tu veux que ça réussisse, il faut que tu sois de 18 à 24 mois en avance sur ton temps, mais pas plus. Pas 20 ans, mettons. Pas 20 ans. Puis même encore aujourd'hui, on ne sait pas si on va l'utiliser vraiment encore, la voix. On l'utilise pour impressionner le monde. Tu sais, n'importe où, moi, j'en ai pas chez moi, mais si quelqu'un a la reconnaissance de la parole avec, mettons, Alexa, ils vont tous te faire jouer une toune. Ben oui. Alexa, dis-moi la météo, il est quelle heure? Puis là, ça marche. Ben, il y a ça, puis en faire une business, c'est une autre chose. Donc, c'était notre premier projet. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On devait aller chercher de l'argent dans la Silicon Valley. C'était le même, ça se passait. Mais la bulle Internet a pété, puis il n'y a plus de financement. Donc là, on se ramasse, rien. On est en affaires, on ne retourne pas travailler pour quelqu'un d'autre. Sauf que on a encore notre matière grise. Ce qu'on connaissait avant, ce qu'on faisait avant, 3 mois avant, on est capable de le faire encore. Fait qu'on est redevenu consultant dans le domaine des centres d'appel et notre client était Fido.
Et Fido, c'est là que c'est moi qui avais installé toute la technologie dans mon ancienne entreprise. Donc, ils m'ont demandé de maintenir la technologie. Et pendant 2 ans, on fait de la consultation. C'est plate. Je me suis pas lancé en affaires pour ça. Je m'ennuie. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je fais de l'argent, là. C'est payant être consultant. Mais je suis pas en train de bâtir. Je suis pas en train de me multiplier. Je suis pas en train de facturer quand je dors. Moi, n'importe quelle entreprise, là, je suis en train de vous parler. Je le sais que les ventes rentrent. Donc, oui, ma présence est essentielle, mais il faut que ça continue. Quand je me lève le matin, je regarde les ventes. J'ai des ventes. Quand on est consultant, bon, on travaille. Quand c'est terminé, ben c'est fini, la facturation, elle arrête. Et c'est pas ça que je voulais faire, mais on cherche des idées. Et on se rend compte dans notre CV que, dans le fond, on a toujours été impliqué dans le domaine des centres d'appel, sans le savoir. On installait des technologies de centres d'appel, mais on n'a jamais cliqué un jour qu'on pouvait avoir un centre d'appel. Et on dit, tiens, on va se lancer dans le domaine des centres d'appel. C'est encore facile de dire on va se lancer. On lance une page web, atelka.com, et on commence à cogner à certaines portes. Ça ne marche pas. Et je suis dans un meeting chez Fido. Il y a un fournisseur qui dit, mais moi, je ne le prendrai pas, tes 20 agents pour vendredi. Puis là, Fido est mal pris, puis il dit, bien, ça me prend 20 agents, il faut faire nos chiffres pour en fin de semaine, qui qu'on peut faire? Et j'appelle Georges, parce que je dis, Georges, là, ça serait peut-être le temps, c'était son rôle d'être le vendeur, puis j'ai dit, bien, garde, je viens d'entendre ça dans le meeting, essayons de se positionner, et le client nous a fait confiance. J'aime dire qu'il nous a prêté sa confiance, il ne l'a pas donné. Il a dit vraiment, regarde, je te prête ma confiance, mais si tu me chies des mains, je la reprends. OK? C'est pas. Moi, je prends plus de chance que vous autres. On a livré la marchandise. C'est Georges, parce que moi, je suis encore consultant. Il faut que je reste consultant chez Fido. Georges était dans nos bureaux. On n'a pas de technologie. On n'a pas d'agent. On a eu 2 jours pour trouver 20 personnes. On est venu s'installer dans les bureaux de Fido. Et on a facturé moins parce qu'on a pu facturer moins cher parce qu'on utilisait toute leur technologie. Et l'entreprise venait d'être lancée. Cette entreprise-là a été lancée en septembre 2003. En décembre, on avait 172 employés. Après ça, En décembre, t'as peu. 3 mois plus tard. OK, 3 mois plus tard. Et était rentable le jour 1. On n'avait pas de dette. Je veux dire, on n'avait pas d'équipement. Puis à un moment donné, Fido a dit, bien là, il faut vous en aller dans vos bureaux. Mais on n'a pas d'ordi. Pendant ce temps-là, moi, je vois bien qu'il faut écrire quelque chose. Donc, moi et un autre de mes associés, Claude, on commence à écrire du code pour écrire un logiciel de centre d'appel. Et ça, c'est la compagnie AIVA Technologies, qui existe encore aujourd'hui, 24 ans plus tard. Et on est encore dans le domaine des centres d'appel. On est dans 75 pays. Donc, ça a parti. Les 2 compagnies ont parti à peu près comme ça. AIVA était mort par la reconnaissance de la parole. On l'a fait revivre avec le logiciel. Atelka a explosé. On a eu Fido pendant 2 ans. Après ça, c'était dur d'avoir un deuxième client. Puis après ça, on a eu Vidéotron, on a eu Bell. Après ça, ça a décollé bien raide. Et quand on l'a vendu, moi, avant de le vendre, je me suis retiré en 2010 parce que j'avais plus de fun pantoute. On avait eu une offre d'achat en 2007 et il y a eu un autre crash boursier. Moi, je cours les crashs boursiers dans ma carrière. Et en 2008, on a eu l'offre d'achat en 2007. En 2008, le crash pétrolier arrive et la compagnie qui devait nous acheter devait vendre une compagnie qui n'était pas capable de revendre dans le pétrole. Fait que le deal a tombé à l'eau. Et là, il a fallu revenir travailler dans les bureaux du centre d'appel. Ça ne me tentait plus. C'est une entreprise que je remercie aujourd'hui. Cette entreprise-là m'a permis d'être indépendant financièrement, de faire ce que je veux, de pouvoir relancer d'autres entreprises, de pouvoir choisir. Mais au point de vue amour de cette entreprise-là, je l'aime, mais pas d'amour. Okay. C'est une entreprise que je dois remercier. Je dois remercier que j'ai rencontré Georges, puis je pense que Georges aussi doit remercier de m'avoir rencontré. Puis ça, c'est une question qu'on a souvent. T'aurais-tu fait le même parcours sans Georges? Puis Georges se le fait poser la question. Puis les 2, sans même se consulter, on a la même réponse. C'est quoi? On ne peut pas répondre. Ouais, on était ensemble, puis ensemble, on a fait qu'on s'est multipliés parce que nos connaissances étaient mes faiblesses, étaient ses forces étaient mes faiblesses. On s'est toujours respectés, on se parle encore régulièrement aujourd'hui. On voyage encore ensemble assez régulièrement. Puis, mais la beauté, c'est qu'on a été successful avant, comme employés. On s'est mis ensemble, on a bâti 3-4 belles entreprises. Maintenant, lui, il fait ses affaires, il a eu du succès. Moi, je fais mes affaires, j'ai du succès. Donc, nos compétences ensemble fait qu'on a pu lancer une entreprise. Et après ça, bien, ce qu'on a appris entre nous, on a pu continuer à lancer. Donc, dans des partenariats, quand je vois que les gens ne sont pas 50-50, là, ça me fatigue. Je disais,
C'est quoi tu veux dominer pour 1%? Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. C'est 50-50. Il n'y a pas de 51-49. C'est une question de respect. Si tu es associé avec quelqu'un, puis vous mettez les mêmes compétences, s'il y en a un qui vaut 49, bien, il vaut 1%. C'est, pour moi, c'est égal. Donc, ça, encore une fois, c'est quand même une controverse, là, parce que tu vas chez un avocat puis il va te dire mettez un 1% à 1 de plus au cas où que ou pour trancher. Moi, j'ai souvent entendu ça en termes de conseils. Je sais pas si toi, Claude, tu as déjà entendu ça aussi. Oui, j'ai déjà entendu aussi. Oui, mais à un moment donné, c'est une question de respect. Oui. Si tu te lances en affaires avec des partenaires, il n'y a personne qui se lance en affaires pour se faire dominer. Personne. Donc, ça prend des dominants, mais des dominants qui se respectent. Oui. Et s'il y en a un qui est à 49, puis à un moment donné, une décision pointue, puis l'autre, il dit, ben moi, j'ai 51, donc on va la faire passer. Il est où le respect? Oui. Il est où le respect? Dans la vie, il faut que tu t'organises. Il faut que tu trouves des solutions. Vous avez trouvé des solutions, vous lancez en affaires. Trouvez des solutions, vous sortez du trou aussi quand ça va arriver. Et puis Georges puis moi, on a eu des situations là, épouvantables. Là. On s'est engueulés, mais dans le ben non. S'engueuler dans le respect. Oui, parce qu'on ne partageait pas la même opinion sur une décision à prendre, mais il n'y avait pas de choses personnelles. Là. Ça n'allait pas dans le personnel. Puis on pouvait s'engueuler jusqu'à 11h58. Puis à midi, on mange quoi aujourd'hui? C'était fini, ça. On passe à autre chose. Puis 2 fois, peut-être, que j'étais à bout, que je suis rentré chez nous, même lui. Puis il a sûrement voulu essayer de trouver des fonds pour me faire la clause shotgun, puis probablement moi aussi. Clause shotgun, c'est dans le fond, c'est que, mettons que l'entreprise vaut 100 000 $ et il y a 50 %, bien, je vais le voir, puis je dis, tiens, Georges, voilà 50 000. Fini. Mais c'est pas tout à fait fini, c'est ça qui est le shotgun. Fait que lui, il dit, OK, parfait, tu vas m'acheter pour 50 000? Bien, moi, je t'achète pour 50 000, c'est toi qui pars. Donc, celui qui lance les hostilités peut se faire brûler là-dedans. OK, c'est quand même... mais oui. C'est un jeu, là, rendu là. Mais là, c'est ça, on avait quand même une convention d'actionnaires. Rendu une entreprise comme ça, c'est une convention d'actionnaires qui vaut beaucoup plus que le 51-49 ou les différents pourcentages. Après ça, on peut se diluer parce qu'admettons que j'aurais eu beaucoup d'argent, puis il faut investir de l'argent dans la compagnie, puis j'en ai pas. Bien là, j'accepte d'être dilué parce qu'on n'a pas le choix, mais ça, c'est bien correct. Là. Oui. Mais c'est pas arrivé. Puis moi, j'aime mieux avoir une convention d'actionnaire qu'avoir un pourcentage différent de mes actionnaires. Mais je suis d'accord avec toi. Là. Je pense que pour 1%, sincèrement, comme tu dis, c'est un jeu de pouvoir. Puis je sais pas comment je me sentirais si j'avais 49% d'un projet. Ça serait juste comme dire mon partenaire ou ma partenaire, genre, domine un peu plus que moi. C'est ça. Fait que je suis d'accord avec toi. Moi, c'est une vieille mentalité de cette partie-là. Quand ça va... si ça arrive à tomber, là, ou que... Si ça arrive à chier le projet, là, disons-le, le mot comme étant, là, c'est pas le 51-49. Ça va tout tomber. Ça va tout tomber. Je suis bien d'accord. Fait que là, tu fais cette carrière-là, les business. Est-ce que tu définirais que tu as comme fait carrière en tech? C'est ça que tu dirais aujourd'hui? Ah, je suis un tech, moi. Oui, tech. C'est ça. Ben oui, puis là, juste avant... On voulait j'ai 2 chapeaux parce que je suis passionné par la bourse. J'ai voulu faire carrière sur le parquet de la bourse. Maintenant, ça n'existe plus. J'ai écrit des logiciels pour analyser la bourse. J'ai fait du day trading pendant 10 ans. J'aime énormément. Mais ce que j'aime de la bourse, c'est pas seulement gagner pour faire de l'argent. Ben oui. Mais c'est de battre les statistiques. Moi, je suis un gars de statistiques. Et je n'investis jamais si je vois pas les statistiques. Je dois analyser. Donc, mon côté financier est défini par mon côté nerd un peu de chiffres et de gars qui va mettre ça dans une machine, qui va écrire du code pour faire différent, pour essayer de comprendre. Puis c'est encore ça que je fais aujourd'hui. Je prends mes statistiques de mon site Internet à tous les jours. Tous les jours, je dois passer 2-3 heures à regarder des chiffres et dire « regarde, OK, il y a une tendance. Non, il y a une diminution.
Alors, regarde le nombre de ventes. OK, parfait. Puis je passe mes journées à faire ça. Puis des fois, j'améliore le code. Donc, je suis encore un tech et je suis tombé sur un article l'autre jour du New York Times qui était intéressant parce qu'il parlait de l'âgisme dans le domaine de l'informatique chez les gens de 50 ans et plus. Et je dis, mettons que ça tomberait, mon affaire, puis j'ai besoin de gagner ma vie, là. Je dis, moi, je suis capable de retourner programmer, là. Je suis capable d'être assis. Oui, tu as beaucoup de connaissances. Je suis capable, je l'ai fait toute ma vie, puis j'ai écrit quand même du code assez avancé. Mais probablement, je ne serais pas embauchable. C'est ça qu'il disait, c'est que les gens de mon âge ne sont pas embauchables parce que la plupart vivent dans le passé. Puis c'est drôle parce que j'ai une compagnie qui s'appelle Aiva Technologies, puis je lui demande l'autre jour, utilisez-vous ChatGPT pour vous aider? On commence. Comment on commence? Tu devrais avoir ChatGPT qui fait ton code, puis après ça, toi, tu l'adaptes. Je suis très jeune dans mon âme, et je suis très jeune dans ma tête de vouloir apprendre et d'être toujours, encore là, c'est mon obsession de toujours être en avance sur la concurrence. Ma concurrence dans tous les différents produits que j'ai sur mon site ne fait pas ce que je fais. Donc, pour moi, c'est juste de gagner une bataille, d'offrir des choses différentes et de faire vivre. Tu sais, le rôle d'un entrepreneur, c'est drôle parce que ce matin, il y a quelqu'un sur TikTok qui demande « Ouais, mais t'es millionnaire, pourquoi tu continues à travailler? Tu pourrais profiter de la vie. » Mais je disais un peu, je l'ai profité de la vie à 42 ans. Moi, quand j'ai vendu en 2012 l'entreprise à Aiva, à Telka, je suis allé chez nous. En 2010, j'ai été chez moi. Ça ne me tentait plus de travailler. Puis on a vendu en 2012. J'avais commencé à faire l'œil du dragon. Mais moi, mon seul objectif dans la vie le matin, là, c'est aller au gym, aller nager, moi aller jouer au golf. T'es-tu disponible pour un café? Non. Toi, t'es-tu disponible pour un café? Non, vous ne pouvez pas parce que vous avez des obligations. Qui fait que je me dis, mais c'est pas la vie que je voulais faire. C'est pas ça. Je pensais que c'était ça, moi, la vie. Il manquait des statistiques, là. Ben non, mais c'est parce que dans la vie, moi, j'étais persuadé que la vie d'entrepreneur, c'est que tu te lances en affaires, tu travailles plus que la moyenne des gens, tu vends ton entreprise, tu es riche, tu profites de la vie. C'est pas de même, ça marche. Un entrepreneur est toujours en mode création. Enfin, c'est le challenge, c'est la C'est le challenge de bâtir quelque chose que les gens vont apprécier. C'est ça que j'aime de ma job. Est-ce que je travaille trop en ce moment? Oui, mais je travaille trop. Je fais du contenu. Je parle avec des gens. Oui. C'est ça ma job aujourd'hui, de créer des cosmétiques, de créer de nouveaux produits, de mettre des processus en place qu'on soit plus efficace. Et peut-être que mes enfants vont venir prendre le relais. Ils ont 22, ils vont avoir 23 puis 21 bientôt. Donc, ils travaillent déjà dans l'entreprise. Est-ce qu'ils vont prendre le relais? Bien, j'aimerais ça. Mais il n'y a pas de secret, là. Ça se peut que cette entreprise-là arrête dans un an aussi. Tu as beau faire des plans à long terme, mais c'est à court terme que ça compte, là. Vraiment. Puis là, tu as mentionné création de contenu et tout. Fait que, tu sais, parlons un peu. Est-ce que, premièrement, tu définirais que tu as un personnage ou c'est vraiment ta personne que tu mets de l'avant, tu sais? Je suis un personnage pour les gens, mais je suis vraiment moi-même. C'est bon, ça que je le sais parce que les gens essaient de comprendre quel genre de bébite que je suis. C'est drôle parce que ça, j'ai dit à Chloé tantôt, elle était comme fais-moi un topo encore plus parce que moi je suis ta carrière depuis les dragons, depuis le tout début. Là. Des fois, je me connecte sur TikTok, puis là j'écoute, puis je regarde, puis tout ça. Puis là, j'ai dit comment je dirais une bébite. Tu sais, comme une bébite entrepreneuriale, comme typique que tu penses que ça existe pas, mais ça existe, puis c'est François Lambert, genre. Malheureusement, puis j'aime pas me définir comme ça, mais je suis obligé de le voir que... négatif, non, mais il faut que tu vois les yeux des gens, la vision, puis... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en direct en train de faire des commandes. Il est supposé être riche. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il fait ça, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il se monte dans une douche? Les hommes d'affaires ne se montent pas en train de prendre une douche froide. Moi, je m'amuse dans la vie. Je fais des choses qui vont être le fun en partant. Je fais des produits que je vais utiliser en partant. Je fais des produits avec mon côté un peu cheap, me disant, est-ce que je l'achèterais, mon produit, s'il était le prix, comme on vient de lancer un shampoing? Je demandais à l'intelligence artificielle quel prix je devrais le vendre par rapport à mes concurrents. J'ai donné tous mes ingrédients. Il m'est revenu puis il m'a dit, faudrait que tu le vendes 40-45$ par rapport à la qualité de tes ingrédients puis de la qualité de ton produit. Mais je les achète pas. Fait que je l'ai fait à 20$. Attends, tu les achètes pas, là. Moi, je suis coiffeuse, OK? J'ai analysé la liste des ingrédients de ton shampoing. Oui. Et là, tu sais, comment tu as fait pour réduire ton prix à ce point-là? Parce que je contrôle les deux ingrédients principaux qui sont les huiles puis le miel. OK. C'est produit sur ma ferme. Donc, j'ai la machine pour extraire l'huile. Donc, ça, je suis capable d'absorber.
Il y a des choses que je ne peux pas absorber. La phytokératine dans le revitalisant, ça coûte la peau des fesses. Ça coûte cher. Puis moi, quand je développe un produit, je ne regarde pas les prix. Là. Je veux juste développer le meilleur. Puis à un moment donné, je demande à mes fournisseurs, donne-moi ça, qu'est-ce que tu penses si je rajoutais ça? Puis à un moment donné, on finit par faire une recette. Et là, tu l'essayes, tu dis, OK, ouais, ça a de l'allure. Puis là, à un moment donné, moi, je voulais faire un prix. Puis là, mon fils, il me dit, papa, il dit, il faudrait peut-être que tu fasses tes coûtants. Je dis, non, je suis sûr, je suis correct. Je fais écoutant, j'ai fait comme, tabarnouche, j'aurais perdu de l'argent. Parce que je voulais le faire à peu près 12$. OK. Mais il me coûte pas mal plus cher que ça à produire parce que les produits dedans coûtent cher, tout simplement. Je ne voulais pas faire de compromis. Puis moi, je suis toujours en train de bâtir une entreprise sur du volume. Je ne suis pas intéressé à avoir peu de clients avec une grande marge. Mm-hmm. Je m'en fous de la marge. Je suis en mode acquisition de clients sans perdre d'argent. Donc, la façon que je fais mon marketing, puis c'est là que je deviens une bébite, c'est que j'essaye tout le temps de sortir de la boîte. Vous m'avez vu avant le podcast, je vous ai montré des vidéos que je fais avec des chansons. Donc, OK, Est-ce que ça marche? Est-ce que ça tape ses nerfs, ces gens? J'essaye pendant quelques semaines. Il y a des fois que ça va marcher, je vais continuer. Si ça ne marche pas, je vais m'adapter pour essayer de se sortir des algorithmes et de voir qu'est-ce que les gens aiment de nous. Puis, tu sais, il y a tellement de réseaux sociaux à s'occuper que c'est tough. Puis, moi, je ne veux pas faire de pub. Je paye 0$ en pub. 0, 0, 0. Mais mon temps, je ne le compte pas, mais c'est une demi-heure sur TikTok le matin. Bien, c'est YouTube à 4 heures du matin. Ça prend 2h30 à préparer. À peu près, plus le mettre en ligne. Donc, on compte à 3 heures faire le show en prenant votre café par show. TikTok, c'est en direct le matin. Facile. En prenant votre café, derrière le comptoir sur Facebook, je cuisine. J'ai une belle communauté et sincèrement, au fil des 4 ans, j'ai bâti des gens qui sont devenus des ambassadeurs, des amis que je rencontre en dehors, qu'eux autres aussi se rencontrent en dehors. Dans le fond, je deviens le prétexte, j'ouvre la caméra, les gens se parlent entre eux autres, se disent qu'est-ce qu'ils ont mangé, ils me demandent si je vais au débatteur le soir, ils me demandent comment ça va, ils me demandent des questions sur les produits, donc je réponds à tout ça, je ferme le live, je mange, je reviens à 7h15 sur YouTube et c'est comme ça que je fais mon marketing. Mais mon marketing est l'approche d'un magasin général. Je jase avec les gens. Je ne mets pas de pression. C'est sûr, je vais en parler de mes produits. Là. Je ne suis pas un con. Là, derrière moi, mes produits sont là à 7h15 le soir sur YouTube. Les gens me posent des questions. On parle de tout et de rien. On va parler de finances. On va parler de Big Brother. On va parler à peu près de ce que je veux faire. Mais ça m'amène à bâtir une clientèle sur le long terme. C'est long. Faut que tu répètes. Puis tu répètes. Mais à un moment donné, oups, ça décolle et... Je sens, bien écoute, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui en arrachent en ce moment. Moi, j'ai regardé mes chiffres. Je suis en augmentation de visites sur mon site dans les 3 premiers mois cette année de 106 %. C'est énorme. C'est excellent. Et mon chiffre d'affaires a augmenté de 25 %. Wow! Donc, ben oui. Ben ça, c'est sans marketing, en étant présent, en répondant aux gens, toutes les interrogations que les gens ont. On est là. Mais je trouve ça intéressant que tu dises sans marketing parce que tout le temps que tu mets, moi, je considère que c'est du marketing. Oui, c'est du marketing, mais pas payant. Ouais, mais. Pas payant, mais ton temps vaut de l'argent. Ton temps vaut de l'argent, c'est juste que ton cœur est là, puis tu sais, tu donnes. Mais tu sais, j'ai deux approches. Parce que, bon, le nom de ma compagnie, comme par hasard, par erreur, s'appelle François Lambert. C'était pas prévu, Pourquoi là. Par erreur? Ben, parce que. Ça fait 6 ans que je suis avec ma blonde. Là. Moi, je suis pas bon pour les dates, mais je pense que c'est à peu près là que ça se passe. À peu près au mois d'avril. Et on s'est connus, on a commencé à sortir ensemble. Et elle a un bac en communication. Je suis en train d'écrire Qu'est-ce que j'en pense, mon dernier livre. Je donne beaucoup de conférences et je suis un peu désorganisé. Moi, au point de vue organisation, là, c'est un peu broche à foin mon affaire. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui organise. Et elle me dit, ben gars, je pourrais aller t'aider. Je trouve ça plate, ma job en ce moment. J'ai parfait. Donc, je l'ai embauché. Et ben, ça prendra un email au lieu que ce soit Marilyn Quentin à Gmail. Ben, ça serait mieux avoir un François Lambert. Comme ça, quand je communique pour les conférences, bon, .com était pris, .ca était pris. Et je vois .one, je dis, ça va faire rire le monde parce que le monde rit de moi ou s'amuse avec moi. Fait que je vais le mettre .one en face en pensant que je suis the greatest. C'était juste pour rire. Mais c'était juste un email pour qu'elle puisse communiquer. Et à un moment donné, ben, elle dit, pourquoi tu ne vends pas ton sirop d'érable en ligne? Je dis, ça ne marchera pas. Puis on a commencé à le vendre. Puis ce qui a donné l'entreprise n'était même pas enregistré encore. Puis c'est bien parce que avec toute la panoplie de produits qu'on a en ce moment, si j'avais appelé ça les produits d'érable, François Lambert, je serais cuit, là. Ouais, donc c'est niché, finalement. Ben oui, fait que ça a bien tombé mon erreur et de ne pas penser faire une entreprise.
Mais oui, mais mon temps passé, c'est du marketing. C'est du temps, c'est du marketing. Mais c'est pas du marketing à la pression que tu vois un produit, puis là, tu sens, OK, il me fait une pub, là. Moi, ma pub est là, mais je raconte des histoires. Ce que les gens veulent acheter, là, c'est des histoires. Ils veulent pas acheter de produits. Non. Ils veulent acheter de produits. Faites le test. Si vous buvez du vin, puis vous allez vous amener dans un souper une bouteille de vin d'un vignoble que vous avez vu en voyageant, soit au Québec, soit ailleurs, vous allez l'ouvrir, puis vous dites, regarde, à soir, on prend une bonne bouteille. J'ai rencontré ce vignoble-là, puis il fait son vin de telle façon. Puis l'huile d'olive, là, je l'ai acheté en Espagne, dans un coteau. Hey, moi, je rêve d'avoir un des oliviers un jour. Et là, la conversation part autour de la bouffe. Bien, c'est dans cette optique-là que j'ai parti. Quand j'ai fait une entreprise, j'ai dit, moi, c'est le concept que je veux, c'est la façon que je veux le faire. Et je suis un raconteur d'histoire, puis j'aime ça. Et puis ça fonctionne. Cependant, il faut qu'il y ait une fin à ça. Si tu veux avoir de la pérennité d'entreprise, il faut que j'aie une fin à ce que ce soit François Lambert visible 8 fois par jour. Là. Comment tu vas faire? Bien, il y a mon fils, Mathieu, on le voit de plus en plus. Il s'implique, et les gens répondent, puis il donne un service à la clientèle exceptionnel. Donc, lui, une fois de temps en temps, il vient devant la caméra. Alexis, il ne veut rien savoir. De toute façon, il part 4 ans étudier aux États-Unis, puis il joue au hockey. Puis peut-être après ça, il va aller jouer en Europe. Donc, il n'est pas à veille de venir. Puis Alexis, il est plus comme moi quand j'avais son âge, un peu plus renfermé. Fait que lui, il fait le SEO de mon site américain. J'ai un site américain que je ne voulais pas mélanger avec le site français, avec françoislambert.one, parce que les Américains, on l'a essayé au début, et ils peuvent me trouver, là. Mais quand ils viennent, puis on mettait de la pub, j'avais essayé de la pub, mettons en Floride, c'est quoi ça? Pourquoi c'est pas bien traduit? Puis les mots, ça les énerve. Fait que j'ai fait, OK, on va faire un site IFL Goods qui ne dépend pas de moi. Ma face n'est pas là. J'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Facebook. Et on va juste fonctionner par l'amélioration sur les engins de recherche. On a déjà une coupe de vente. J'ai donné objectif à mon gars d'avoir au moins une vente par jour avant qu'il parte pour l'école. Puis après ça, bien, il va étudier en marketing. Donc, il va pouvoir mettre en pratique ce qu'il apprend. Donc, puis ça, ce site-là, bien, c'est ça. Moi, je me donne encore une dizaine d'années. Ma blonde, son fils a 10 ans. Donc, assumons qu'elle est encore prise pour 10 ans à l'élever. Oui. Faudrait puis, donc, je me donne 10 ans pour, éventuellement, que Mathieu prenne ou quelqu'un d'autre prenne la place des directs que je fais, que la compagnie soit assez grande que peut-être, au lieu de faire 3 lives par jour, que je me sens obligé d'en faire. Là, je me sens obligé d'y faire. Puis j'aime ça. Mais en même temps, je vois très bien c'est quoi l'impact sur mes ventes. Donc, je suis pas con. Je prends un café le matin, tant qu'elle prend tout seul, tout se met d'allumer TikTok puis j'ose avec les gens. Ces gens-là vont me découvrir, ils vont devenir mes clients éventuellement. Pas toutes, mais une bonne partie. Oui. Et ces gens-là vont aller m'écouter sur YouTube. Donc, je bâtis mon canal YouTube. Les revenus provenant d'en prenant votre café augmentent à chaque semaine. Donc, pour moi, c'est de bâtir différents réseaux, puis on va voir. Une communauté. Mais j'aime pas appeler une communauté, mais j'en ai eu. Ben, c'est parce que c'est comme s'approprier des gens, puis j'aime pas ça. Okay. Ils me suivent pour différentes raisons. Il y a des gens qui me suivent pour me détester. Ça existe encore, ça. Je suis curieuse, justement. OK? Je vais vous lire un petit quelque chose ici. Oui. Je te cite. « Je suis millionnaire, je me lève à 1h30 du matin, je prends des douches froides et je jeûne pendant 18 heures par jour. » C'est sûr que ça, des statements du genre, ça doit provoquer des réactions positives et des fois des réactions moins positives. Fait que justement, comment tu deals avec avoir ton opinion en ligne aussi publiquement, t'assumer dans tes choix et tout? Ben là, c'est drôle parce que quand j'ai mis ce chandail-là, tantôt, j'ai fait « Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. » Puis je repensais que c'était le chandail que j'avais quand j'ai enregistré. C'est une parodie. C'est une parodie que j'ai fait parce que je me lève... Je l'ai vu, cette parodie-là, d'un Français qui s'appelait Thibault, exactement. Et j'ai dit, ben tiens, je vais en faire une québécoise parce que les gens, moi, avant de faire les débatteurs le soir... On vous introduit à une séquence bien spéciale, celle du coup de cœur Startup. L'idée est simple, on adore découvrir des entreprises québécoises et on avait envie de vous en faire découvrir plus. Cam et moi allons donc vous parler d'entreprises chez qui nous consommons nous-mêmes le produit ou le service. Et là, on commence avec une entreprise que j'affectionne beaucoup.
Toutes les personnes qui sont passées chez vous, Claude, s'entendent pour dire que la cuisine est incroyable. La table, les comptoirs, tout est impeccable. On sent que les matériaux ont été choisis avec soin. Ça ajoute tellement d'élégance et de chaleur aux pièces. Ben merci, t'as bien raison. Alors là, si vous êtes comme nous et que vous aimez combiner les tendances et la fonctionnalité, vous allez adorer ce que Comptoir Design a à offrir. C'est une entreprise de l'Estrie qui se spécialise dans la confection de comptoirs de granit, quartz et marbre sur mesure. Chez moi, nous avons travaillé avec Comptoir Design et nous ne pourrions être plus satisfaits des produits et du service. Alors si ça vous intéresse, on vous invite à consulter la description de l'épisode où vous trouverez un lien vers le site internet de Comptoir Design. C'est Thibaut qui a fait ça, puis j'ai fait... Il y a le monde m'a envoyé, m'a dit, François, c'est parce que lui, il fait une blague, mais toi, c'est ta vie pour vrai. Ben oui, c'est ça! Peut-être que tu me dis que c'est une parodie, je suis comme... Ben non, mais j'ai dit, va le faire parce que avant de faire les débatteurs, j'avais commencé à faire le sommeil biphasique. Le sommeil biphasique, c'est que tu dors 3 heures, tu te lèves pendant 3 heures, tu te recouches pendant 3 heures. Mais c'est une vraie affaire, ça, comme le jeûne intermittent. Exact. Oui. Parle-nous de ton quotidien puis toutes ces habitudes-là de jeûne, de sommeil. Ben là, le sommeil, je peux plus le faire parce que là, je fais les débatteurs. Donc, regardez, comme hier, j'ai fini la télévision à 11 heures, je me suis couché à minuit et demi. Ce matin, je nageais, donc à 4 heures, je me suis levé pour aller nager. C'est sûr que là, je ne peux plus faire le sommeil, le sommeil biphasique. Je jeûne depuis 7 ans, 18 heures par jour. Donc, j'arrête de manger à 6 heures, j'en mange à midi le lendemain. Donc, je mange juste dans cette période-là. Ça m'a permis d'être plus concentré, ça m'a permis de plus me laisser gérer par mon estomac. Puis, j'ai découvert que c'est facile de jeûner, alors qu'avant, si je venais ici, OK, il faut que je mange avant. Là, j'ai mangé avant parce que je me suis dit, OK, peut-être je vais revenir vers 1 heure et demie. J'avais faim parce qu'hier, j'ai oublié de manger hier soir. J'ai mangé juste un peu à grignoter, puis là, je suis allé faire les débatteurs. Je ne peux pas manger, il faut que je respecte mon jeûne. Et donc, je fais ça. Des fois, je vais faire un 24 heures, 40 heures par mois, une fois par mois, de ne pas manger. Et les douches froides, j'ai découvert ça en voulant aller manger chez une amie qui m'invitait. Puis là, elle venait de faire un reportage sur The Goop Project avec Gwyneth Paltrow, puis il y avait Wim Hof. Je regardais ça, je me suis dit, c'est donc belle fun, ça. Fait que j'ai allumé la douche, puis j'ai pris une douche froide. Je l'ai mis sur Internet. Moi, des fois, je me pose pas de questions. Je m'amuse dans la vie. Fait que moi, j'oublie que je suis une personne connue. Je pense pas, je me lève pas le matin. Je suis pas une vedette, moi. Je suis pas une célébrité. Je suis juste un gars qui fait de la télévision, puis qui est plus connu que la moyenne. Donc, quand j'ai fait cette parodie-là, c'était vraiment ma vie de faire le jeûne intermittent, de pas dormir beaucoup. Et oui, je suis à l'aise financièrement. Donc, je l'ai fait en joke. Les gens qui me connaissent trouvent ça drôle. Les gens qui ne me connaissent pas disent que je me prends pour un autre. Donc, je ne le fais pas pour eux. Je le fais quand j'ai le goût de m'amuser. Ben, je le fais pour moi puis pour ma gang. Là. La gang qui est proche là, me connaissent. Ça, c'est à peu près sur les réseaux sociaux. Là. J'ai un reach à peu près de 1 million, 1,5 million par semaine. Là. Si je compte, je dirais que j'en ai peut-être 500 là, vraiment là, qui sont proches, là, que je peux le voir passer. Ils vont faire une commande. Je vais dire, ah oui, tu as passé une commande hier. Donc, ou que je les vois passer, ça fait longtemps que tu n'es pas venu sur un direct, donc je connais assez. Mais je le fais pour m'amuser. Puis je le sais que je vais faire fâcher des gens, mais j'ai appris dans la vie que il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec moi. La gauche, mettons, de Québec solidaire, j'ai beau être le plus gentil, le plus fin, j'ai beau leur acheter des fleurs tous les jours, ils ne m'aimeront jamais. Ils ne m'aimeront jamais pour qui je représente, la classe. Puis je viens d'une famille pauvre, mais j'ai réussi. Et je suis un entrepreneur. Donc, pour certains gens, certaines personnes, je suis un entrepreneur, donc j'ai réussi parce que j'ai exploité des employés. Alors que la plupart du temps, c'est les employeurs qui sont exploités. On s'auto-exploite plus qu'autre chose. C'est drôle, hein? Puis les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc, ces gens-là, quand même que j'essaie, il n'y a rien à faire. J'ai essayé. Donc maintenant, j'ai juste le goût de m'amuser. Puis quand ils chialent, je les bloque. Je ne paye plus de sang. Ouais. Avant, je m'obstinais. Je m'obstine de moins en moins. Je bloque. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, je pense. Ouais. Bien, s'il y a moyen d'avoir une conversation, mais si ça commence par une insulte, normalement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est fermé. Je ne perds plus mon temps. Avant, je me disais, mais non, je ne le bloquerai pas. Peut-être que ça va être un client. Il ne sera jamais un client. Non, il ne fait pas partie de la gang que je peux viser comme clientèle. Il ne voudra pas. Écoute, il y a un dépanneur l'autre jour qui avait nos produits, puis il y a un client qui vient pour en acheter, il disait « Oh non, j'en tiens plus, c'est parce que, tu sais, vois-tu, François Lambert, il est très à l'aise financièrement, fait que je ne veux pas encourager un millionnaire. »
Voyons, il y a des barres de chocolat de toutes les grandes compagnies mondiales qui sont ben, là. C'est ça me fait toujours rire, cette espèce d'analogie-là, parce que c'est souvent vrai qu'on entend ça, mais après ça s'en va, comme tu dis, s'acheter des barres de chocolat grande surface que t'encourages. Ben non, mais c'est un dépanneur que tous les chips des compagnies, de Lay's, des Snickers, t'as des Mars qui appartiennent toutes à Mondelez, qui sont riches à craquer, t'as du ketchup dans le dépanneur, puis tu me sors moi, parce que je suis un millionnaire, sincèrement. Oui. Au moins, c'est de l'économie locale. Ben oui, ça. Puis t'as toujours bien cool. une équipe qui vit grâce à ça. Là, c'est pas juste toi au top de la chaîne. Ben tu sais, après 5 ans et demi, moi, j'ai pas de gêne, puis je le dis ouvertement, je me verse pas de salaire encore de mon entreprise parce que chaque dollar s'en va dans la croissance. J'ai 400 produits, donc encore hier, j'ai acheté une balance parce que j'avais besoin d'une balance commerciale. Ben, ça a coûté que 3 000. Je vais acheter une machine pour déodoriser l'huile de tournesol. Okay. Parce que l'huile, on fait de l'huile de tournesol, c'est de l'huile pressée à froid. Ça a un goût terreux, c'est un goût goûteux, que les gens ne sont pas tout le temps prêts avec ça. Donc, si je veux en faire plus que ça, au lieu d'essayer d'éduquer les gens sur le goût puis qu'ils se développent le goût, ben regarde, correct. Pour ceux qui le veulent, on l'a, mais on va la déodoriser, donc sans la raffiner, parce que les huiles de cuisson sont raffinées. Ça veut dire que du pétrole, c'est des produits chimiques, c'est pas bon pour la santé. Mais il y a des nouvelles machines qui existent que j'ai découvertes qui, c'est avec pression sous vide. Donc, qu'on enlève les odeurs, il enlève les impuretés. Ouais, vraiment. Fait que j'ai acheté la machine hier. Pour les cosmétiques, surtout aussi, tous les bienfaits de l'huile sans l'odeur. Ben oui, c'est ça. Fait que ça, je vais pouvoir, je vais l'avoir dans 2 mois, mais c'est des gros investissements à chaque fois. Ouais. Mais j'y crois à mon entreprise. J'ai pas de dette. Je me tiens loin des dettes. Donc, tout ce que j'achète, c'est avec le cash flow. Donc, je pourrais être endetté puis me verser un salaire, mais j'ai des revenus de placement qui font mon affaire. Donc, j'aime mieux que les employés aient des bons salaires. J'aime mieux garder des emplois que m'en verser un gros puis faire souffrir la croissance d'entreprise. Oui, vraiment. Puis là, tu viens de dire, bon, justement, tu n'as pas de dette. On voulait te demander ton opinion sur différents sujets. Allez-y. Entre autres, des sujets que tu as un peu abordés parfois sur les réseaux sociaux. Et le premier étant la faillite. Oui. On est curieux de savoir, justement, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quand que c'est acceptable, selon toi, ou non, de faire faillite? La faillite, des fois, les gens courent après. Tu sais, comme entrepreneur, là, on le sait que 80% des entreprises vont fermer avant 5 ans. Donc, quand tu te lances en affaires, il faut que tu sois conscient de ça. Qu'est-ce que tu fais dans ces 5 premières années-là? Le produit que tu as lancé, est-ce que les gens en veulent? Y a-t-il un marché pour ça? Moi, je me suis lancé, mon premier produit, c'est du sirop d'érable. Bon, parfait, les gens consomment ça ici. Mm-hmm. Comment je fais pour qu'ils me choisissent? C'est la prochaine étape. Donc, je travaille en conséquence. Si je vois mes ventes baisser, je travaille en conséquence. Je prends action tout de suite. L'été passé, j'ai perdu mon Facebook. J'ai-tu attendu pendant 3 semaines de garder les employés et de dire, regarde, tournez-vous les pouces en attendant. J'ai plus de ventes. Mes ventes sont diminuées de 90%. J'ai pas de moyen de communiquer aux gens. On s'entend que je suis dans tous les produits que j'ai, vous pouvez les acheter ailleurs. Donc, si vous les achetez de moi, c'est parce que je suis présent et je peux vous communiquer des informations. Donc, pendant 2 semaines, le temps que je m'organise, les ventes ont droppé beaucoup. Donc, pour moi, une faillite est évitable. C'est évitable si tu es capable d'arrêter de rêver en couleur, de rêver puis de regarder devant toi, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'abandonne avant ou je pousse jusqu'à temps? Parce qu'une faillite, ce n'est pas juste nous autres. Les fournisseurs, eux autres, vont tomber aussi. Eux autres, t'ont fait confiance, ils vont t'avoir vendu des produits à crédit et toi, tu ne le rembourseras pas. Donc, souvent, quand tu fais faillite, tu risques d'emporter un autre par ta témérité, par ta façon de gérer, par essayer d'avoir voulu aller trop vite, trop rapidement. Une entreprise pense 7 ans. Si en dedans de 7 ans, tu es capable de te verser un salaire, pense-y, mais pense que les 7 premières années, là, prends ton temps. Parce que ça prend du temps. Il faut répéter aux gens nos produits. Regarde, je suis connu. Je suis en live régulièrement. Je suis en radio. Je suis à la télévision. Et encore, à tous les jours, il y a quelqu'un qui me demande sur un direct, c'est quoi tu fais dans la vie? C'est ça. Donc, on ne passe jamais assez notre message. Donc, pour moi, la faillite, elle est évitable. Est-ce que je suis à l'abri? La réponse est non, parce que des fois, on peut s'obstiner. Des entrepreneurs, on peut s'obstiner. Non, on va réussir, puis on va réussir. Mais la plupart du temps, c'est évitable et ce sont des erreurs d'entrepreneurs rêveurs et non pas d'entrepreneurs réveillés. Je suis bien d'accord. Oui. Puis sinon, prochain sujet. Les entreprises qui se plaignent sur les réseaux sociaux, on vit présentement une période que certains définiraient comme plus difficile. Ça dépend, ça fait combien de temps qu'ils sont en affaires. Exact. Mais post-pandémie puis tout. Comment toi, tu te sens face à ça? Bien, je vous ai répondu un peu tantôt en disant mes chiffres depuis 3 mois. Par rapport à l'année passée, j'ai 106% de plus de visites sur mon site.
j'ai une augmentation du chiffre d'affaires de 25 %. Pourquoi? Parce que je savais que c'était pour ralentir. J'ai assez d'expérience pour savoir que toute la pandémie, le commerce en ligne était facile. J'avais eu d'autres entreprises avant. Donc là, c'est mon expérience qui rentre en ligne de compte pour dire, ça, c'est trop facile. C'est pas normal. C'est pas normal que tu es assis puis tu as des ventes qui rentrent, que tu peux même plus aller sur les réseaux sociaux dire, j'ai du popcorn. Les gens achètent, les gens ont de l'argent, sont captifs, sont à la maison, ils n'ont rien d'autre à faire, ils ne peuvent pas sortir à peu près. Donc ça, c'était pas normal. Donc il y a pas qu'une d'entreprises qui sont parties en peur. Ils ont pris le prêt du gouvernement en pensant que, tu sais, un prêt, là, ça n'apporte pas de clients. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Si tu prends un prêt, là, prends-le pour le marketing. Prends-le pas pour tes opérations parce que ça n'apportera pas de clients. Si tu n'as pas de clients, quand même que tu achètes de l'équipement, moi, je pense tout le temps client. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque jour, là, j'ai un objectif de vente et je fais mes statuts en conséquence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis si ça ne marche pas, je vais en faire d'autres. Puis si une journée que ça ne marche pas, je vais dire, regarde, là, j'arrête là, de perdre mon temps. Là. Le message ne passe pas parce qu'il y a de l'enthousiasme. C'est la façon dont tu vas écrire ton texte. Est-ce que tu le places au bon moment? Mais tout ça, puis là, il y a des fois, je me dis, il y a des fois, je me couche, je me dis, tabarnouche que je l'ai bien travaillé aujourd'hui parce que ça part tranquillement. Et là, moi, si j'ai des pinottes de vente à midi, je me dis, mais non, parce que je me donne un objectif à 9 h le matin, à 11 h, à 3 h, à 9 h le soir, puis après ça, à minuit, il y a différentes tranches, différents groupes de personnes. Donc, moi, je me plains pas. Je me plains jamais, 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 jamais. Je travaille plus fort. Quand ça va mal, je travaille encore plus fort. Qu'est-ce que je peux faire? On a vu qu'on avait du succès avec certaines de nos recettes, mais on n'avait pas mis l'emphase là-dessus. Comment j'ai attiré des gens sur mon site en faisant des recettes avec mes produits? On a de l'ail noir, les gens ne savent pas. Donc, au lieu d'écrire, on a écrit un livre de recettes, ça est bien, ça a apporté des ventes. On le met en ligne, les gens Google, comment je peux cuisiner l'ail noir? Ils viennent, ils achètent l'ail noir, ils prennent la recette, ils passent beaucoup, beaucoup de temps sur mon site en lisant la recette. Google disait, hey, écoute, cette personne-là vient de passer 10 minutes. Donc, c'est un bon site. Donc, la prochaine fois que quelqu'un va chercher de l'ail noir, je vais l'envoyer là. Donc, j'ai travaillé plus fort. Ça ne m'apporte pas de vente de mettre des recettes en ligne. Un peu, mais c'est pas direct, là. Oui. Mais pourtant, les gens viennent. J'écris une BD entrepreneuriale. Je pourrais juste me concentrer à vendre mes livres. Je reprends les chapitres, je les mets en BD. Bien là, je vais emmener une certaine catégorie de gens qui vont venir lire des histoires entrepreneuriales sur mon site au lieu d'être obligé d'acheter un livre. Donc, je ne demande rien, mais ils sont là. Ces gens-là, en restant le plus longtemps possible sur mon site, bien, à un moment donné, il faut que tu le saches, hein, que Google aime ça. Donc, s'ils passent du temps longtemps sur mon site parce qu'ils vont lire 100 chapitres, bien là, Google a dit, il y a une manne là, moi, que je ne perds pas mon temps quand j'envoie quelqu'un là. Parce que Google, son objectif, c'est t'amener à la bonne place la première shot. Donc, si tu amènes puis tu restes là, tu viens de gagner et là, ça devient exponentiel. C'est exactement. Donc, au lieu de me plaindre, je les ai vus que mes ventes diminuaient l'année passée. J'ai changé l'approche. Il y a un moment donné, il y a 2 ans, j'ai vu un TikTok live de gens qui faisaient des commandes en direct. Je dis, maudit que c'est niaiseux. Mais je voyais les commandes rentrer. Je dis, c'est sûr. J'ai ouvert la caméra en juillet parce que mes ventes avaient diminué. Je dis, OK, ça y est. C'est quoi ce produit-là? Tu vas livrer en 24 heures. Tu fais du chocolat, je ne le savais pas. Hey, c'est à côté dans le tapis. Bien, là, je manque de temps. Mais ça devrait faire partie de mon marketing, d'en faire au moins une fois par semaine. Puis il y a des compagnies là, qui sont là-dessus. Sur TikTok, là, il y a iFood UK. Du matin au soir, ils font juste faire des bonbons. Puis ça vend non-stop, non-stop. Donc, c'est une nouvelle façon, mais au lieu de faire du unboxing, moi, je fais du boxing en direct. Oui. C'est fantastique. Ah, j'aime ça. Ben ouais. C'est fantastique, mais ça, c'est de voir, OK, mais ça marche pas, là. Là, les gens sont en vacances sur mes réseaux sociaux. Comment je fais pour sortir de la boîte? Comment je fais pour les attirer? Bien, que moi, je fasse des commandes, puis je mets de la musique, je chante en même temps, je m'amuse. Les gens aiment ça, puis je me prends pas au sérieux, mais ça marche. Par curiosité, t'es-tu à l'aise de nous partager? Ça ressemble à quoi des objectifs de vente, soit par jour ou par mois? Ou, tu sais, qu'est-ce que ça représente pour ton entreprise? Ben, moi, je vise tout le temps à peu près 300 commandes par jour. Quand même, donc, c'est beaucoup, là. Oui, c'est ce que je vise. Est-ce qu'on l'attend tous les jours? La réponse est non. Est-ce qu'on le dépasse à l'occasion? Oui. Mais j'y vais plus par objectif de produits. Ce que je veux sortir, parce que, regarde, le shampoing, c'est nouveau. Donc ça, je veux en sortir 50 bouteilles par jour à peu près. Donc, c'est quand même beaucoup. Les savons, je me suis donné un objectif il y a longtemps, parce que si tu m'écoutais dans Les Dragons, les gens viennent tout le temps avec des projets qu'ils veulent avoir 1% du marché. Puis j'ai dit, OK, parfait. Je vais vous montrer c'est quoi que ça prend pour avoir 1% du marché. Donc, je vise 1% du marché des bougies, 1% du marché des savons.
Pour atteindre à peu près ces chiffres-là au Canada, c'est 400 bougies vendues par jour, tous les jours, 365 jours par année. Les savons, c'est à peu près 1000 savons par jour. Quand même. Donc, il y a des fois que j'ai le 1000, puis il y a des fois que je ne l'ai pas pantoute. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai bâti un outil pour aider les savons. Ça peut que ça prenne 10 ans que je puisse me lever, puis j'ai toujours mon 1000 savons par jour vendus. Donc, ça se peut qu'on l'obtienne parce que là, on a dit, OK, comment qu'on fait? Donc, on a fait des savons pour les hôtels, les Airbnb, et aussi pour les objets promotionnels. Donc, on visait les hôtels. Qu'est-ce qui marche le plus en ce moment? C'est les promotions. Donc, une compagnie hier qui m'a contacté, je vais avoir 1000 savons avec mon étampe, tu peux-tu le faire? Madame mon fournisseur, tu peux-tu me faire un moule? Donc, ça devient un marché intéressant qu'on n'avait pas prévu. Mais là, je vois qu'il y a une manne, ben, je dis, OK, parfait. Moi, quand je vois qu'il y a une manne comme ça, je l'attaque et je me dis, OK, c'est vers là qu'on s'en va. Puis là, on vient d'avoir une demande pour 50 000 savons. Wow! Donc, c'est vraiment cool. si Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? J'ai pas le nom de la compagnie, puis ça, c'est mon gars. Des fois, Mathieu, qui travaille avec moi, je lui laisse complètement. Vas-y. OK, casse-toi la gueule, c'est pas grave. À date, mais trouve des solutions, puis il revient avec un paquet de questions. C'est normal, il est jeune. Evol, c'est plus qu'un financement. Salut, c'est Camille. Comme vous savez, le déménagement de mon entreprise Euphorique est fièrement financé par Evol. Sans l'intervention d'Evol dans ma croissance, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Œuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. J'ai eu un réel accompagnement personnalisé pour monter mon projet qui se poursuit encore aujourd'hui. Que ce soit pour du financement ou de l'accompagnement, pensez tout d'abord à Evol Financement. De retour à notre épisode. Et il veut apprendre. Puis moi, je suis plus... ah oui, vas-y, réponds. Puis au pire, il va te montrer que tu es humain. Puis s'il n'aime pas le prix, là, puis qu'il veut absolument avoir nos produits, il va revenir. Oui. Tu sais? Ne faisez pas un discount de fou en partant, parce que nos marges sont petites. Donc, je ne sais pas si c'est pour qui. C'est une grosse compagnie qui fait des promotions pour des centres de congrès. Et il nous a demandé, moi, le savoir à un moment donné, parce qu'on va avoir l'étampes à faire. Là. Oui, c'est ça. Donc, moi, je vais comme ça. Mais en même temps, tu sais, mon objectif, c'est d'avoir, OK, j'ai une trentaine d'employés. Eux autres, il faut que je leur garantisse d'ouvrage. Ma seule obsession, là, est-ce que j'ai de l'ouvrage pour tout le monde? Sans les envoyer à la maison, les rappeler, les revenir. Donc, je ne veux pas faire ça. Mais c'est pour ça qu'on est tellement diversifié, parce que je ne suis pas saisonnier. Là, en ce moment, je vends plus de sirop d'érable parce que c'est la saison. En même temps, c'est Pâques. Donc, on vend plus de chocolat parce que c'est Pâques. Là, après Pâques, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un peu de tranquillité. Pas tout. Les savons sont toujours là. Les gens achètent du popcorn en même temps. L'ail noir, c'est à l'année longue qu'on cuisine ça. Donc, avec toute la panoplie de produits que j'ai, on est capable de couvrir toute l'année sans... C'est rare. La seule fois que j'ai mis quelqu'un, j'ai retourné des employés à la maison, c'est quand mon Facebook, j'ai perdu mon Facebook. OK. Ouais, ça a été toute une étape. Puis, curieuse vraiment. de savoir aussi, est-ce que tous les produits sont faits ici, tu sais, localement, as-tu une usine? Ça fonctionne Tout est fait à mon usine à la ferme. Le but, c'est vraiment... Ça. Là, Tout est sur le même site, là. Tout est sur le même site. J'agrandirai plus jamais. C'est là-dedans que je dois vivre. Donc, il faut que je me modernise au pire et que je fasse des quarts de soir ou de fin de semaine. La fin de semaine, on travaille déjà. Mais donc, tout est fait. Mon but, c'est de faire vivre une ferme d'une façon contemporaine, qu'on arrête de chialer que les agriculteurs en arrachent, puis que c'est dur être agriculteur, puis la météo. Ouais, mais regarde, c'est sûr que si tu plantes ton champ, puis tu as besoin de 120% de ta récolte pour arriver à la fin du mois, c'est peut-être que tu as payé tes terres trop cher, peut-être un tracteur trop neuf, peut-être que tu as pensé plus grand que la panse, et peut-être que tu dépends des marchés internationaux si tu fais du soya. Moi, avant un soya, tu regardes en toute transparence, là, j'en récoltais 100 tonnes par année. 50 tonnes me donne 17 000 $. Ça, c'est la moitié d'un silo, donc un autre silo, 17 000 $. Imagine-toi que je transforme tout ça en shampoing. Ben oui. Sais-tu combien mon silo, que j'ai de l'argent dedans? J'en ai pour à peu près 8 millions de revenus pour le même processus. Mais les agriculteurs ne pensent pas comme ça. Ça a l'air complexe. C'est sûr que c'est complexe. Ça te prend une machine pour extraire l'huile. C'est ça. Mais moi, j'aime ça fouiller, puis je regarde tout le temps. Puis quand j'ai acheté de l'huile, une machine pour extraire l'huile à froid. Puis à un moment donné, j'ai essayé des grains de soya, parce que je ne savais pas quoi faire. Qui m'a aidé à trouver des idées? C'est ChatGPT. Je dis, bon, voici ce que j'ai sur ma ferme. Là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis il m'a dit, c'est une machine. J'avais tout décrit, tout ce que j'ai. Puis j'ai un prompt, là, que je lui rajoute constamment. Qu'est-ce que je peux faire? Puis je demande des idées régulièrement.
Et il m'a dit, ton huile de soya, tu pourrais extraire de l'huile à froid, puis tu pourrais faire un shampoing. Voyons donc, je suis allé googler, puis j'ai fait, oui, il y en a un paquet d'huile. J'ai dit, j'aimerais ça le tournesol. Il dit, oui, c'est un match parfait. Et c'est de même que la recette s'est bâtie. Donc, j'ai essayé, puis ça a fonctionné. Puis là, mes cheveux sont attachés, mais j'ai jamais eu des beaux cheveux de même de ma vie. Là. Puis je le dis pas pour faire de la vente. Je suis pas capable d'être je suis pas un vendeur. Non. Si je le dis, c'est parce que c'est vrai. Donc, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, je veux plus... S'il y a quelque chose qui pousse sur ma ferme, je peux pas le vendre comme ça. Tu vas le transformer. Il faut que je le transforme. Regarde les champs de tournesol. Première étape, les gens viennent voir. Un champ de tournesol à perte de vue, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait avec les pétales? Je ne savais pas, moi, on pouvait faire du thé avec ça. Il y a une fille de Trois-Rivières qui vient me voir. Elle m'écrit, pourrais-tu aller chercher des pétales? Je dis, oui, viens. Moi, j'ai peur qu'elle tue mes tournesols, mais non. Elle en a ramassé un peu. L'année d'après, je dis, elle ne m'a pas appelé, mais j'ai dit, écoute, ça a fait des tisanes au tournesol, je m'en faire moi aussi. Donc, on a ramassé ça. Je l'ai ramassé beaucoup, mais pas assez. Ça a duré 2 jours, j'ai tout vendu. Ma production de pétales de tournesol, on a fait des pochettes de tisane que les gens adoraient. Donc, cette année, il faut que je planifie parce que faut que je ramasse le maximum. On n'a pas grand temps. Donc, il faut que je trouve des ramasseurs de pétales. Ça se fait à main, là. Donc, on fait l'agrotourisme. On a les pétales. On ramasse l'huile. On le vend en bouteille. Là, on le vend en bouteille pressée à froid, pas déodorisée. Dans 2 mois, on va le vendre déodorisé aussi. Donc, on a 2 types d'huile pour la cuisson et pour les salades. La même de cuisson peut être utilisée. Après ça, on utilise l'huile de tournesol dans des shampoings pour chiens qu'on va sortir bientôt. On l'utilise dans les shampoings et revitalisants. J'utilise l'huile de soya dans mon masque à la citrouille. Et là, je suis en train de faire, avec les restants de citrouille, avec les restants de tournesol, on transforme des savons exfoliants. Donc, on prend le tourteau, on l'emmène en poudre, ça fait un savon exfoliant. Avec les restants de soya, je fais un extrait de soya pour faire un sérum avec les extraits de soya, puis un masque pour les cheveux aussi. Donc, je gaspille absolument rien. Tout ça, c'est de l'agriculture, alors que les gens ne voient pas ça comme ça. Donc, regarde tout ce que je peux faire avec une seule plante de tournesol. On fait une panoplie de produits. C'est la même chose avec le soya. La citrouille, on fait des biscuits à chiens. On fait des masques régénérants pour la peau. Et on fait des tartinades à la citrouille. Oh my God! Mais là comment tu organises ça dans ta tête? Là? Parce que ça fait 2 secondes là, que tu nous parles de tout ça, puis je suis comme, mais comment tu organises? C'est quoi ta structure d'entreprise, mettons, en ce moment? T'sais, là, tu as l'idée. Là, tu envoies ça à qui quand toi, tu as l'idée? Bien, les premières étapes, là, c'est souvent moi à Montréal, dans ma cuisine, qui va tout tester ça. OK, même le shampoing, mettons. Là. Oui, même le savon, tout. Oui, je le fais, puis à un moment donné, je me dis, OK, parfait. Quand c'est fait, j'ai une savonnerie. Okay. Donc, c'est eux autres, les cosmétiques, c'est eux autres qui prennent le relais. Oui. Donc, là, après ça, il faut que j'achète des équipements pour en faire en grande production. Mais c'est eux autres qui prennent le relais. Un coup que moi, c'est fait. Le sérum, c'est la même chose. Je l'ai défini chez nous. On a un sérum à l'eau d'érable. Donc, je l'ai défini. J'ai regardé les propriétés. On l'a fait analyser. Parfait. Donc, il est bon. Là, après ça, c'est la savonnerie qui le fait. OK. Donc, ça, le masque à la citrouille, c'est la même chose. Je l'ai testé, puis je l'ai testé. Là, c'est la savonnerie qui le fait. Là, mon prochain produit, c'est une crème contour pour les yeux. Donc là, je suis en train de le finir, le produit. Je suis rendu à ma 2e version. Il me reste peut-être 1 ou 2 versions là, parce que je suis en train de l'améliorer. Donc, c'est des extraits de citrouille, d'avoine, soya, quoi d'autre? Moi, j'ai un peu d'huile dedans. Donc, j'ai fait une crème aussi mélasma parce que ma blonde a la peau qui décolore un peu. Donc, j'ai fait une crème au lieu de l'acheter. Je vais d'en faire. Okay, donc, j'ai fait une crème. Et ça, on n'est pas prêt de le mettre sur le marché. Je veux m'assurer qu'elle fonctionne très, très bien. Donc, c'est tout moi qui teste au complet. Quand on a fait la tartinade à la citrouille, c'est moi qui la teste à Montréal. Je goûte complètement. Puis quand c'est prêt, je l'envoie. Donc, eux autres, en production. Donc, chez nous, la façon que ça fonctionne, bon, la savonnerie puis la fabrique de bougies qui sont ensemble, séparées parce qu'il y a trop de fragrance là-dedans. OK. Ça sent trop fort, ça va prendre le goût des aliments. Dans l'autre usine qui a 7500 pieds carrés, donc j'ai une chocolaterie dans sa cuisine. Donc, c'est vraiment séparé. J'ai un grand couloir, j'ai la boutique à la ferme. Après ça, j'ai les chocolats qui sont là. J'ai la grande salle où on fait les gaufres, on fait les guimauves à l'érable, on fait le popcorn, la barbe à papa, et on prépare les beignes aux patates. On les fait juste faire la préparation là. C'est une grande cuisine de 50 par 50. Là. OK. Après ça, j'ai la cuisine où on va préparer les épices. On fait des épices à l'ail noir.
Donc, on va préparer la moutarde. Les condiments vont se préparer dans cette autre cuisine-là. Donc, chaque cuisine a sa propre température. Chaque cuisine a ses propres équipements. Et après, complètement à l'autre bout, parce que c'était ajouté, on n'avait pas prévu ça, on fait des beignes à l'érable. Donc, là, j'ai une beignerie dédiée pour ça. On est capable de faire 6000 beignes par jour dans cette place-là. Et l'huile est complètement dans un autre coin, parce qu'il faut être capable de rentrer avec le tracteur. Donc, dans le shipping pour venir porter des grains pour extraire. Là. Donc, c'est vraiment, chaque place a son département. Le shipping est entre ça. Et le shipping est presque tout automatisé maintenant. Bien, ça prend encore des humains, mais on a des logiciels pour contrôler l'inventaire et faire les commandes aussi en ligne, puis on s'améliore encore là constamment. Ça, c'est pour la partie. Mais pour gérer autant de commandes, j'ai un entrepôt de 7000 pieds carrés, plein de boîtes pendant 27 pieds de haut, là. Les boîtes, ça rentre à coût de 53 pieds chez nous, là. C'est énorme, là. Il y a un gros coup de shipping dedans, mais j'ai pas de pied à terre à payer non plus, là. Donc, t'es propriétaire de tes propres installations. Exactement, fait que ça l'aide quand même sur pas de location de machine, pas de location de pieds carrés. Non, exactement. Puis comment vous gérez la péremption? C'est ça qu'on dit des produits ou si ça passe date, c'est quand même tous des aliments à consommer? On les fait tout à mesure. OK. Je sors l'inventaire à tous les jours, des produits en inventaire, et je leur donne ça peut arriver qu'on en a, mais très, très rare, là. Je leur donne l'inventaire. Pour les guimauves, je ne veux pas avoir plus que 5 jours d'avance. Pour d'autres produits, c'est 2 semaines d'avance. Même les savons, on ne fait pas les savons 6 mois d'avance, on les fait que 2 semaines. Et les employés doivent respecter cet horaire-là, cet inventaire-là. Donc, ils le reçoivent à chaque matin. Puis le logiciel leur dit, regarde, voici ça, j'ai fait ça en utilisant des chiffres. Puis après ça, j'ai bâti un paquet de calculs avec ChatGPT qui me ressort tout ça. Tout est bien frais. Oui, fait que là, j'envoie ça. Je le fais à main, là, mais je le mets dans ChatGPT. Puis après ça, je l'envoie aux gens. Puis des fois, je lui dis, regarde, il y a telle commande qui s'en vient, donc faites ça un petit peu plus, mais il n'y a presque pas de péremption. C'est très, très rare qu'on prépare longtemps d'avance. Le produit qui va plus périr, ce sont les guimauves, et c'est pour ça qu'on ne peut pas les faire plus que 5 jours d'avance. Les guimauves, les gaufres, on les congèle. Donc, tu peux congeler ça puis décongeler ça 150 fois si tu veux, il n'y a pas de problème. Fait que eux autres, on n'en fait pas beaucoup d'avance non plus. Maximum 2 semaines d'avance, mais c'est tout le temps congelé. Quand on vous les envoie, ils sont décongelés, mais vous les recongelez, rendus chez vous, puis il n'y a pas de problème. Donc, on n'a pas. Puis les cosmétiques, c'est la même chose. Hein? On fait presque à 2 jours d'avance, là. Donc, les shampoings peuvent durer 6 mois, même plus longtemps. Ça fait longtemps que je le teste, donc j'ai gardé un paquet. Mais on les prépare 1 semaine d'avance. Wow, mais ça fait une différence aussi pour l'expérience du consommateur. Oui, le but, c'est de produire parce que il y a l'expérience consommateur, mais regarde, il y a 2 ans, je n'avais pas ce logiciel-là. Puis les employés travaillaient, mais à un moment donné, eux autres se sont montés un inventaire. Il y a moins de ventes. Eux autres, ils veulent travailler. Fait qu'ils font des savons, font des bougies. Et c'était les 2 départements qui m'ont causé le plus de troubles financièrement. C'est que je ne gérais pas l'inventaire. Fait que moi, j'achetais du fournisseur de la matière première pour être capable de faire les savons, puis faire les bougies, mais je ne les vendais pas. Donc, j'avais presque 1 an d'avance sur certaines fragrances de savon. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai gelé de l'argent. Donc, j'ai payé des salaires. Et c'est pour ça que c'est important pour un entrepreneur de gérer l'inventaire, parce qu'il y a l'achat de la matière première, il y a les employés qui travaillent, puis si tu ne peux pas sortir. Donc, au point de vue inventaire, toute entreprise a intérêt à préparer presque just in time. Il ne faut pas en manquer. Mais en même temps, de passer 2 semaines, dans mon cas, c'est de l'argent qui est brûlé. Là. Ouais. Il faut rester à l'affût. Bien, vraiment, mais là, le logiciel que tu as bâti, là, c'est complètement pour ton entreprise. Tu pourrais-tu le revendre, ce logiciel-là, à d'autres entreprises ou d'autres agriculteurs? Je pourrais le montrer à des entrepreneurs qui ont le même challenge que moi, là, pour gérer l'inventaire. Parce que c'est sûr que si tu as 10-15 produits, c'est pas si pire. Moi, j'en ai 450. Oui, mais c'est ça, j'avoue. Il ne faut pas que j'en manque jamais. Parce que ce qu'on veut, ce qui est notre grosse marque de commerce, que les gens remarquent, c'est moi, j'habite dans le fin fond des bois. Là. Mm-hmm. J'ai l'avantage d'avoir une fibre optique, là, mais c'est super reculé. Et on est capable de livrer en 24 heures partout au Québec. Mais pour ça, il faut avoir les produits. Si je n'ai pas les produits, quand même, tu passes ta commande, puis j'attends 3 jours d'avoir les produits, tu ne seras pas heureuse. Là. Non. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les produits à temps. Et juste à temps. Puis des fois, je le vois. Là, toute la journée, je regarde, je me dis, my God, les commandes ne descendent pas beaucoup. Puis là, à un moment donné, vers 3 heures, flau! Donc là, ça part parce qu'ils attendaient soit après de la moutarde, soit qu'ils attendaient après
Quand on a lancé le shampoing, là, on pédalait. Là, il n'était pas just in time, c'était on met dans la bouteille puis on met dans la boîte, il faut que ça parte. Là. Parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup plus que je pensais là, de commandes. Donc, ça, il faut qu'on livre en 24 heures. Nous autres, c'est ce qu'on fait. Donc, il faut que j'aille l'inventaire, juste assez, pas trop, et que je sois capable de livrer le plus rapidement possible. Parce qu'après ça, c'est du marketing gratuit. Tout le monde va le dire. Ouais. J'ai commandé chez vous. Puis ça arrive vite, mon Dieu, c'est tellement le fun. C'est vrai que c'est toujours une surprise quand ça arrive vite. C'est toujours une belle surprise. Fait qu'on est capable de battre Amazon à leur propre jeu. Puis, j'ai pas mes propres camions, là. Donc, on est capable de le faire en étant organisé. Et aussi en disant, les livreurs chez nous, ils viennent à midi, à 3h, puis à 4h30. Puis quand ils arrivent à 4h, là, ma soeur qui s'occupe du shipping, elle dit, quand même, il n'y a pas de commande, elle dit, tu pars pas d'ici. C'est à 4h30 le deal. Donc moi, si tu commandes, là, puis j'ai réussi à faire toutes les commandes, parce que ce qu'on fait, on va être commande de particuliers en partant. Après ça, on a des commandes entreprises. L'entreprise, elle peut attendre une journée, elle. Oui. Le particulier, moins. Il peut attendre, mais il est moins patient, tu sais. Fait que, puis l'entreprise, normalement, va planifier une semaine d'avance. OK, je vais me manquer de popcorn la semaine prochaine, je vais en commander. Donc, dès qu'une commande rentre, bingo, ma soeur la prépare tout de suite. Donc, jusqu'à 4h30, on est capable de te livrer à 8h le lendemain matin, presque à cette île, là. Donc, mais sauf pour ça, il faut que les fournisseurs, il faut que tout le monde travaille ensemble pour réussir à faire ça. Puis après ça, c'est du marketing gratuit. Oui. C'est vraiment cool, puis c'est super inspirant. Vraiment, vous avez une manière de fonctionner avec des standards élevés, puis ça, je pense que c'est ce qui vous permet de se différencier, puis qui donne de la crédibilité aussi à l'entreprise, dans un certain sens. Là, tu te mets beaucoup de l'avant, puis oui, il y a millions d'opinions qui peuvent passer sur ta personne, puis tout, mais quand les produits, la qualité est vraiment là, l'expérience client, je pense que ça fait toute la différence. C'est sûr que l'entreprise a mon nom, et ce que je n'accepte pas, tu peux me critiquer, moi, ma personne, tu peux être pas d'accord avec ce que j'ai dit, je comprends, j'accepte. Mais si tu touches à mon entreprise, là, je mords. Parce que quand même, c'est la même personne. Mon entreprise ne mérite pas de se faire traiter de produits cheap, ce qui n'est pas le cas. Les gens vont, quand ils sont méchants vers moi, ils vont refléter ça sur l'entreprise. Ça, c'est non. Ça, pour moi, c'est non négociable parce que, oui, j'ai des opinions. Je suis juste pas capable de prédire. C'est ça le problème. C'est correct, puis je pense que ça attire quand même beaucoup de gens aussi, là. Tu sais, veut pas. Moi, j'aime ça écouter quelqu'un qui a ses propres opinions, puis même si je suis pas d'accord, c'est pas grave. Ça challenge, ça fait réagir, ça te fait questionner. Regarde, on fait les débats. Je fais des débats à la télévision 2 fois par soir, puis il y en a dans 2 pour, 2 contre. Oui. Et en 150 débats, je me suis chicané 2 fois, là. Mais c'est ça. Dont une fois la semaine passée. En moins? On va aller écouter c'était pas prévu, mais il y a des fois, tu sais, il y a des fois, tu sais avec qui tu vas débattre, OK, ce sujet-là, ça va chauffer, puis il faut que je sois plus près. Là, je m'attendais que ce soit un débat bien relax, et ça a parti. C'est pas prévu, mais c'est des choses qui arrivent, et c'était pas le fun à faire. Là. Non, parce que... C'était sur quoi? On peut-tu savoir? Non, on parlait d'éducation, puis la femme à côté de moi n'était pas d'accord. Oui. Mais vraiment pas d'accord. Puis elle m'a dit, mais c'est moi la spécialiste, puis je vais vous le montrer. Vous allez devoir penser comme moi à la fin du débat. Mais ça marche pas comme ça. Là. C'est ça. Et à un moment donné, je suis en train, puis on n'est vraiment pas d'accord, puis on s'obstine vraiment. Là, puis le ton lève un peu, tu sais. Et à un moment donné, je viens pour parler, puis elle me prend par le bras, comme ça ici, puis elle me dit... Elle veut m'attirer dans ça. Mais là, on venait de se chicaner en ondes, là. Fait que là, j'ai fait comme... Tu sais, j'ai pas de problème à la refaire aujourd'hui, mais là, dans le contexte, tu peux pas me prendre par le bras, là, pendant que je suis en train de parler à l'animateur, et tu me prends par le bras pour avoir mon attention, parce qu'elle me dit... Ce qui m'a fait disjoncter, c'est qu'elle me dit, toi, partage-les donc tes chiffres, tu sais. Moi, je suis pas public, moi. Je vous le dis, les gars, j'ai une augmentation de 106 % des choses que je peux partager. Il y a des choses que je veux pas parce que je veux pas donner du gaz à mes compétiteurs. Tu sais. Mais, puis là, elle me dit, tu sais, par le bras, donne-les donc tes chiffres, toi. Puis là, je lui dis, non, veux-tu même lâcher? Oui. Là, tu étais dans ma bulle. Là, ça devient personnel parce que là, c'est plus du débat. Tu viens
jouer sur un terrain que tu ne dois pas. À espace, ta limite. Ben oui. Ben oui, il faut que tu saches à qui tu peux toucher, qui, à quel moment. Mais non, dans la télévision, c'est quand même confrontant. Là, quelqu'un te prend le bras, tu sais, t'as une réaction naturelle d'humain, c'est sûr. Ben oui, tu sais, j'ai pas pensé, regarde, faut que je donne une phrase. Non, j'ai dit, voyons, si, lâche-moi, tabarnak. Ouais. C'est comme une mouche, là. Puis j'ai rien contre la personne, là. Elle était enflammée, c'est un débat qui était enflammé. Mais normalement, ça va pas là. Tu sais, moi, honnêtement, là, je me souviens du débat que j'ai fait hier, mais dans 2 jours, je m'en souviendrai pas, là. Puis même les débatteurs, on s'en souvient pas parce qu'on fait notre job. Oui. On est informé, on dit ce qu'on a à dire, puis après ça, il faut préparer le prochain débat, là. Exact. Qui est le lendemain, là. Donc, ça va vite, puis on n'a pas le temps de retenir de rancœur. Il faut que ce soit le fun. C'est un show de télé, là. Ben oui, puis tu sais, il y a quand même beaucoup de richesse dans les désaccords, là. Ben oui. Il y a beaucoup Moi, de j'aime bien dire richesse, agree puis to disagree, mais on a quelque chose à apprendre partout, une petite leçon partout. Puis... Mais tu sais, tant que c'est fait dans le respect, c'est pour ça Ben que j'ai oui. parlé de cette occasion-là, parce que là, le respect n'était plus là. Mais tant que c'est fait dans le respect, on peut ne pas être d'accord. Puis c'est ça qui est le fun. Donc, moi, j'amène mon opinion, les gens en parlent, puis il n'y a aucun problème. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Sinon, c'est-tu assez plate? Ouais. Ça, c'est plate. Mais on aime Ouais. ça donner Ben notre oui. opinion. Mais François, merci beaucoup de t'être joint à nous aujourd'hui. C'était bien intéressant. J'ai aimé ça plonger dans, ton parcours un peu, mais ta réalité aujourd'hui. Puis c'est le fun. Ce que je retiens, moi, en tout cas, c'est vraiment ton authenticité, tu sais. Puis tu le dis, il y en a peut-être qui perçoivent ta présence sur les réseaux sociaux d'un certain sens comme un personnage, mais c'est ta vraie personne. Puis tu sais, c'est inspirant que tu sois autant travaillant. Puis c'est le fun de voir aussi le cœur que tu mets dans tes projets. Ben 100%. Puis moi, j'ai vraiment aimé comprendre pourquoi autant de produits, mais c'est parce que ça part du produit. Ben oui, Tu sais, ça part il y a mille matière choses première. à Ça, faire. Ça part de la vraiment le fun. matière première et de vouloir bâtir une entreprise variée. Je veux pas, Ouais. tu sais, s'il y a un marché qui tombe, j'en ai un autre. Ouais. Si une saison qui va moins bien, j'en ai un autre. Donc, de ne pas avoir dans le temps, mais de montrer que une terre, c'est plus que juste du lait. Ouais. Ouais. C'est plus que de la volaille, c'est plus que des porcs. Il y a d'autres façons de faire de l'agriculture au Québec, puis on n'a pas besoin d'en souffrir puis chialer constamment. Tu vis avec ce que la terre te donne. Tu travailles fort, elle te donne de quoi, ben, tu t'arranges avec cette année-là, avec ce qu'elle t'a donné. Puis l'année d'après, ben, ça va peut-être être de l'abondance. Ben, on le sait pas. Bien Ah, d'accord. ben, Ben, vraiment merci pour intéressant. cette éducation, puis on te souhaite beaucoup de succès Ben, dans vous tes aussi. produits. Merci beaucoup. Merci. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.